8 heures du matin dans une ville du sud de la France. À 32 ans, Denis, père de famille, est un passionné de musculation. Sa journée commence par un petit déjeuner de champion. Dans sa poêle, du blanc d'œuf, des protéines pour ses muscles. 6 œufs pour un jaune. Indispensable à son sport, ce petit déjeuner copieux ne lui suffit pas. Denis n'est que sportif amateur et pourtant il est tombé dans un engrenage. Tout d'abord, chaque jour des produits diététiques, des compléments alimentaires. Vous voyez, c'est présenté comme ça. Voilà. Après, qu'est-ce qui est quoi, je peux pas vous dire. Ça, je sais que ça peut être la vitamine C. Ça, c'est l'oméga 3. Ça, c'est du sélénium, éventuellement. Après, le reste, je pourrais pas vous dire. On peut manquer de magnésium, on peut manquer de vitamine C. Pourquoi? Parce qu'on mange pas des aliments riches. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de compléments à côté. Ça en fait des compléments à prendre. Rituel du matin, plus d'une dizaine de cachets. En vente libre, sans ordonnance médicale. Mais il en faut plus à Denis. Il n'est pas malade. Pourtant, il ajoute à son menu un médicament. Tu vois, regarde par exemple ça s'appelle le Bricanil. Comment t'expliquer? C'est pour dilater les bronches quand on a de l'asthme ou des trucs comme ça, quoi. C'est sous forme de comprimé. Ouais, voilà, tout à fait. C'est comme ça, là. Denis n'est pas asthmatique. Il prend ce médicament pour améliorer ses performances à la salle de sport. Allez hop. C'est ce qu'on appelle se doper. Enquille. Voilà. Prenez tout d'un coup. Ah oui. Ça passe facile. La journée de Denis peut commencer. Comme tous les jours, il ouvre les portes de ce club de remise en forme, comme il en existe plusieurs milliers en France. Il en est le gérant. Qu'est-ce que vous tenez dans la main, là? Les stéroïdes. Qui permettent? À la croissance musculaire, tout simplement, prendre du volume. Plus puissant que les cachets, Denis s'injecte régulièrement des stéroïdes, un médicament normalement réservé aux hommes en déficit d'hormones mâles. Il se pique à l'abri des regards. Ben là, je vais vous montrer, en fait, comment on fait une injection d'un produit qui s'appelle le Trenbolone. C'est un produit qui est assez huileux, donc il faut injecter très doucement. Et après, étant donné que c'est un produit qui est assez huileux, donc il faut aussi masser un peu pour faire diffuser le produit. Denis se dope depuis l'âge de 18 ans. À cette époque, il pesait 72 kilos. Grâce notamment à ses piqûres, il a pris 28 kilos de muscles en 14 ans. Donc voilà. Vous faites ça à quelle fréquence? Moi, c'est modéré, moi. Je fais ça à des fréquences. Là, je tournais à 400 mg par semaine. Ça fait combien d'injections Par semaine? Oh, 4. Avec un autre produit, qui est du Winstrol pour la qualité musculaire aussi. C'est le produit qui s'associe bien, quoi. Tous ces produits lui coûtent plus de 5 000 € par an. Quand vous faites ça, vous pensez à votre santé? Pas sur le moment. On sait que c'est pas bien, mais bon. Non. Pas bien, mais visiblement le prix à payer pour sculpter son corps, pour obtenir de plus en plus de muscles, de volume. Et pour Denis, tenter de ressembler un peu à ses modèles, les professionnels du culturisme. Et regarde, c'est pour montrer quelques photos des monstres génétiques, des mutants.
Une personne qui pratique ce sport, au départ, on a peut-être des complexes sur son physique, au départ peut-être. Moi, c'est ce que j'avais au départ, parce qu'on se trouve pas assez beau. Et puis après, quand on commence à construire un corps, on se sent plus rassuré. On se raccroche à un sport, on trouve ce qu'on veut, puis après, on évolue là-dedans. Ça vous fait pas peur de voir ça? Du tout. Moi, si on m'avait donné la possibilité d'y arriver, les moyens financiers, j'aurais pas dit non. En sachant qu'il y aura des conséquences après. Des conséquences, des risques de maladies graves notamment. Et pourtant, dans cette salle de sport, se doper, une banalité. À l'heure de la pause, les habitués en parlent sans tabou. Antoine est directeur d'une petite entreprise, il a 51 ans. Il vient entretenir sa forme 2 fois par semaine avec sa femme. Les molécules ne semblent pas avoir de secret pour lui. Vous avez pris quoi? Sustamant. Très bon produit. Winstrol. Stéroïdes? Ouais. Mais il n'y a pas de danger. Tout va bien. Moi, j'ai un physique, une libido de 24-25 ans et j'ai 51 balais. Bah, pas moi qui le dis, hein. C'est la chérie. Bah, tu l'as dit, je confirme. Oui, c'est vrai. 25 ans, je fais la muscu. On me donne 40 ans. C'est un choix, hein. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je préfère me doper que de boire ou de fumer. Au niveau local, moi, j'ai vu des excès. Lors de cette discussion, un habitué vient s'interposer. Il est le seul ici à avoir pris conscience du danger. Moi, je peux pas accepter ça. Tant qu'être humain, je suis d'accord, mais demain, ça peut être mon gosse qui a 13 ans, quoi. Voilà. Oui. Moi, j'ai pas envie d'enterrer mon gosse. Je préfère que ce soit lui qui m'enterre. 4. Contracte bien, pousse les doigts. 5, voilà, contracte. Le dopage, les piqûres de stéroïdes, un geste devenu courant dans cette salle de remise en forme. Depuis peu, ce copain de Denis a franchi le pas. J'avais toujours été tenté. Parce que quand on voit ce que les physiques ont certains avec ça, puis il se trouve que mon partenaire s'y connaît, et donc j'ai commencé il y a 1 mois. Voilà. Donc pour moi, c'est tout nouveau. Des produits? Ouais. Vous avez quel âge? 45. Vous gagnez de l'argent du bodybuilding? Absolument pas. Non, c'est pour le plaisir. Je gagne rien, ça coûte pas mal, mais je gagne absolument rien. Il connaît, moi faire ça de manière aléatoire, je l'aurais jamais fait. Vous estimez avoir une bonne connaissance des produits? Avec le temps, oui. Ouais. Avec le temps, oui. Et vous remettez votre santé entre ses mains? Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ouais, bon, pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai pas d'effets secondaires. Pour l'instant, pas d'effet secondaire. Il vient juste de commencer les injections. Pour Denis, c'est une autre histoire, après 14 ans de consommation. Vous avez déjà eu des soucis de santé? Non. Oui, j'en ai eu. J'ai fait de la gynécomastie, en fait. C'est les glandes mammaires, en fait, qui est une inflammation des glandes mammaires. Donc je me suis fait opérer et j'ai eu des cicatrices, en fait. Vous voyez? Voilà ou là. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé les glandes mammaires, tout simplement. Et ça, c'est consécutif à la prise de produit? On appelle ça les effets secondaires, c'est après. Ouais. Et toute belle. Il t'est pris en photo. Denis est un jeune papa. Il a 2 enfants, un petit garçon de 11 ans et une petite fille de 4 ans. T'as vu que même en prenant des produits, on peut avoir des enfants. Pense à elle, par rapport à votre santé, pensez à elle, pensez à vos enfants. Bien sûr, oui. Comme on l'a vu tous les jours. Hein. C'est pas parce qu'on prend que on va mourir. On est d'accord. On connaît les conséquences, mais bon, c'est pas dit que vous, demain, vous ayez un infarctus. Pourquoi, on sait pas. Voilà. Faut vivre avec sa passion. C'est tout. Si je dois vivre 70 ans, ce serait 70 ans, 90 ans, 50 ans. C'est comme ça. Hein. Il faut vivre avec. C'est tout, hein. Jusqu'à maintenant, Denis a eu de la chance. Pourtant, en prenant ces produits dopants, il risque sa vie. Le docteur de Mondenard est l'ancien médecin du Tour de France cycliste. Depuis 30 ans, il est une des figures emblématiques de la lutte contre le dopage en France. Nous lui montrons le témoignage de Denis. Vous avez donc des affections, des tumeurs hépatiques, des cancers du foie, et pas que du foie, vous avez le rein, la prostate, les testicules.
Malgré le danger, Denis continue à se doper régulièrement, en toute discrétion et entre amis. Le dopage dans le milieu amateur reste anonyme, jusqu'à ce que survienne une tragédie. Nous sommes à Nadayac, un petit village de Dordogne. Solange et Alain Groussel se recueillent sur la tombe de leur fils unique, Sébastien. Voilà, Sébastien. C'est quoi comme course, ça? C'est une course tous les ans à Sartrouville. C'était organisé par la mairie, le Grand Prix de la mairie de Sartrouville, et il l'a gagné. Sébastien Groussel avait 20 ans. Il avait obtenu son CAP d'électronique. En parallèle, il était cycliste amateur, un coureur doué. Bon, je pourrais vous expliquer que Sébastien, il en a gagné des courses, même en cadet, tout, il en a... Mais toujours, il a été vraiment sain, c'est-à-dire c'est un gamin qui tenait à cœur, il voulait passer professionnel. Alors maintenant, nous, on est quoi avec sa mère? On est comme des cons, faut dire le mot, on s'est retirés. Et puis voilà. Et on pense toujours à lui. Retour 9 ans en arrière. Voici les seules images télé de Sébastien Groussel. Le Tour de Nouvelle-Calédonie 1997. Une course de deuxième zone dans le calendrier cycliste. Sébastien court dans l'équipe d'Aubervilliers. C'est son heure de gloire. Devant les médias locaux, il remporte une étape. C'est le métropolitain Sébastien Groussel qui sort dans le dernier kilomètre pour remporter haut la main cette première étape devant Milostic et Brindel à 3 secondes. Moi, il faut que je joue les premières étapes parce que quand ça va grimper, je pense pas être là. Donc je vais faire le début du tour à fond, quoi. Donc toutes les arrivées au sprint, on vous verra devant? Je sais pas, mais j'espère. Un an plus tard, le 18 septembre 1998, Sébastien Groussel participe à une épreuve à Montereau en région parisienne. C'est une nocturne, comme on dit dans le jargon des initiés. Ce jour-là, Monsieur Lelon est commissaire de course. Il est 21h30. J'étais là, tout le groupe il est passé. Et puis à la fin, presque à la fin du groupe, le gars il a lâché. Tant qu'il est monté sur la bordure du trottoir là-bas, et puis il s'est couché. Sébastien Groussel vient de s'effondrer en pleine ligne droite, sur ce trottoir, sans percuter d'obstacle. Un accident incompréhensible. C'est rare quand on a des accidents comme ça. C'est la première fois en 30 ans que je fais de la sécurité. Les secours arrivent immédiatement. Sébastien Groussel est conduit à l'hôpital de Montereau, situé à 500 mètres des lieux de l'accident. Il décède dans les minutes qui suivent. Il n'a alors que 21 ans. Sébastien n'est pas mort de sa chute. À l'hôpital de Montereau, les médecins concluent à un arrêt cardiaque. Très rapidement, des rumeurs de dopage circulent au sein du peloton. Le parquet de Fontainebleau ouvre une information judiciaire. Le corps de Sébastien est exhumé. Une autopsie est pratiquée. Verdict, présence de corticoïdes dans le sang. À l'origine, ce médicament est un anti-inflammatoire, mais c'est également un produit dopant, bien connu dans le milieu cycliste. Comme vous forcez plus sous corticoïdes, vous sentez pas l'inflammation des articulations ou des tendons, etc. Donc vous êtes dans un no man's land de perception de la difficulté de l'effort. Et donc effectivement, ça vous pousse en ce régime. Donc peut-être aller trop loin. Complètement, bien sûr. Sébastien n'avait aucun antécédent cardiaque. D'ailleurs, dans la procédure, le cardiologue déclare: il n'y a pas d'anomalie pouvant laisser supposer l'existence d'une pathologie cardiaque. Les médecins évoquent un lien entre sa mort et la prise de corticoïdes, sans pouvoir être catégoriques. Solange et Alain Groussel se posent des questions sur l'entourage de leur fils. Malheureusement, il est tombé dans des mains vraiment d'ignobles gens. Et tout ça, ça l'a incité à faire quoi? On ne le sait pas trop en fin de compte, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il est vraiment décédé.
c'est dommage de voir ça, quoi. Le juge d'instruction met d'abord en cause le cercle des proches de Sébastien Groussel, notamment Maya, son ex-compagne, ancienne cycliste amateur elle-même. Elle est mise en examen pour consommation et trafic. Elle a accepté notre interview sous couvert d'anonymat, en la présence de son avocat. À l'époque, j'usais d'amphétamine par voie injectable. Vous consommiez? Oui. Vous trafiquiez? Oui. Vous le reconnaissez, ça? Complètement. La justice reproche surtout à Maya d'avoir remis à 2 reprises à Sébastien Groussel des produits dopants, notamment des corticoïdes. Elle est également mise en examen pour incitation au dopage, une accusation qu'elle a toujours contestée. Moi, je lui ai donné ça comme vous allez donner à votre voisine ce que vous a prescrit le médecin qui vous a réussi pour les migraines. Je voyais vraiment pas le mal. Vous n'aviez pas conscience que c'était un produit dopant? Dopant, oui, mais la gravité de la chose, non. Non. Parce que dans le vélo, parler dopage, c'était à chaque repas. Dans le vélo, à l'époque, il y avait 3 sujets. C'était dopage, le sexe et le vélo. C'est-à-dire que ça allait pas plus loin et non, on parlait de dopage à table sans arrêt. Mais si Sébastien n'était pas mort, j'aurais jamais pris conscience de ce geste. Honnêtement. Alors, rétrospectivement, maintenant, est-ce que vous estimez quelque part responsable de son décès? Maintenant? Non. Alain était l'ami et le coéquipier de Sébastien Groussel. Selon lui, un des rouages essentiels du dopage dans le club, c'était un médecin. Il te faisait comprendre que si tu voulais, tu pouvais avoir ce que tu voulais, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça, de plein de manières différentes. Hein. En te prescrivant le même jour, par exemple, 2 produits de la même famille, sur 2 ordonnances différentes, une ordonnance à mon nom, une ordonnance au nom de ma mère, parce que vous n'avez pas le droit de prescrire 2 médicaments de la même famille sur une même ordonnance, etc., pour avoir par exemple 2 corticos ou des conneries, quoi. Ce médecin aurait prescrit des produits à de nombreux copains de vélo de Sébastien Groussel. D'ailleurs, son nom est cité à plusieurs reprises sur procès-verbal. Nous avons retrouvé ce docteur. Il a toujours son cabinet dans les beaux quartiers de Paris. Vous estimez que vous n'avez jamais été lié de près ou de loin au dopage dans le milieu cycliste? On est tous liés, quelque part. On est tous liés implicitement. On n'est pas forcément acteurs. Si vous êtes prêt à une interview, il n'y a pas de problème. Non. Non, pourquoi? Parce que j'ai tourné la page, c'est tout. Ça fait 10 ans que j'ai tourné la page. Tourné quelle page? Ma page, la page de ma vie. Ils disent tous qu'ils passaient chez vous pour prendre des produits pour se doper. Ce médecin n'a jamais été poursuivi par la justice. En revanche, le juge d'instruction met en examen 2 membres de l'encadrement sportif de Sébastien Groussel. Motif, trafic et incitation au dopage. Ils sont alors dirigeants dans son club Aubervilliers. Stéphane Gaudry, à l'époque, en est l'entraîneur. Il a toujours nié les faits. A-t-il fait pression sur le jeune Sébastien? Madame Groussel, sa maman le pense. Elle se souvient notamment d'un épisode précis. Nous sommes 4 mois avant le décès de son fils. On était à la maison et Monsieur Gaudry lui a téléphoné. Donc je lui ai passé l'appareil et il a dit non, je ne peux pas faire cette course parce que j'ai des obligations familiales, etc. Je ne peux pas. Alors, ça s'est passé comme ça, et quand il a raccroché, je lui dis, mais c'est pas beau de mentir à son entraîneur, pourquoi tu as dit ça? T'as rien? Et il me dit non, parce qu'il m'a dit, je te donnerai quelque chose pour gagner. Et il m'a dit, je ne veux pas en prendre. Mise en examen également Stéphane Giquel. À l'époque, il est le soigneur de Sébastien. Pendant l'instruction, il reconnaît les faits. Sur procès-verbal, il déclare: Je possédais une valise de travail contenant divers produits interdits. Il est arrivé que je leur donne ces produits, mais seulement avec l'aval de M. Gaudry.
Contactés, le soigneur et l'entraîneur de Sébastien n'ont pas souhaité s'exprimer, et pour cause. Une véritable omerta règne dans le milieu du cyclisme amateur. Alain a tenté de briser cette loi du silence, sans succès. Ce que j'ai plutôt entendu, c'est des reproches sur les courses, sur voilà, que je crachais dans la soupe, que ça servait à rien, qu'il fallait pas en parler. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues du milieu sportif. C'est-à-dire que on avait vraiment l'impression, quand on est acteur, c'est-à-dire sportif au sein du milieu, du vélo ou d'un autre sport, hein, que de toute façon, il faut pas en parler. Que ça existe, que tout le monde le sait, mais qu'il faut pas en parler parce que ça fonctionne comme ça et que de toute façon, on n'y changera rien. Impossible pour nous d'obtenir d'autres interviews d'anciens coureurs du club de Sébastien Groussel. Pourtant, sur procès-verbal, certains coureurs accusent. Comme par exemple... Gaudry et M. Giquel sont venus dans notre chambre avec une ampoule et une petite seringue. Tiens, il faut que tu prennes ça. Ça va t'aider pour faire la différence cet après-midi. Le 6 mars 2007, Maya, l'ancien soigneur et l'ancien entraîneur de Sébastien Groussel, accusés d'homicide involontaire, sont relaxés par le tribunal de Fontainebleau. En revanche, ils sont condamnés pour trafic et incitation au dopage à 18 mois de prison, dont 9 fermes. Ils ont tous trois fait appel de la décision. Stéphane Giquel a été licencié par son club 2 mois après sa condamnation. En revanche, l'entraîneur est toujours employé au club d'Aubervilliers, mais plus dans la section amateur. Selon le site internet du club, il a été nommé directeur sportif de l'équipe professionnelle. Contacté, son avocat nous a affirmé qu'il avait été suspendu par son club. Pour s'en assurer, nous nous rendons au siège à Aubervilliers, sous prétexte d'inscrire un enfant à l'école de vélo. Surprise, c'est l'ancien entraîneur de Sébastien Groussel en personne qui nous reçoit. Quelques jours plus tard, nous y retournons cette fois munis d'une caméra. Je vous ai vu l'autre jour, j'étais un peu surpris. Ici, vous vous souvenez quand je me demandais Ah oui. des nouvelles, des renseignements pour mon fils? Il est suspendu sur le terrain, quoi. D'accord. Donc je peux pas exercer la fonction sur le terrain, quoi. Ici, vous travaillez toujours ici? Je m'occupe de l'administration au niveau du club. Là, on ne filme pas. Quand j'ai dit non, c'est pas l'interview, c'est pas de filmer non plus. Et sortez avec la caméra. Pas de souci. Le père de Sébastien Groussel aimerait lui aussi rencontrer les dirigeants du club de son fils. Nous l'avons accompagné au Trophée des Grimpeurs le 18 mai dernier. C'est vraiment un circuit fermé, hein. Et on pourrait choper, c'est... Cette course cycliste se déroule en banlieue parisienne. Donc de ce Trophée des Grimpeurs entre Argenteuil et Sannois. L'épreuve est réputée. Alain Groussel sait que l'équipe d'Aubervilliers y participe. Mais il va lui falloir attendre la fin de la course pour pouvoir aller rencontrer le grand patron du club. Je vais lui poser des questions, là j'attends un petit peu, là, parce que je suis un petit peu sous le choc, un peu en colère, et je vais me calmer un peu, puis je vais aller le voir. Le grand patron, c'est lui, Stéphane Javalet, directeur général du club. Après la condamnation de Stéphane Gaudry, il a dénoncé dans la presse un verdict démentiel et incohérent. Il a notamment déclaré « Il n'y a rien dans le dossier qui étaye l'hypothèse d'incitation au dopage. » Je peux vous parler une petite minute, monsieur? Ouais. Bonjour, je suis Alain Groussel. Ah oui. Bon, j'ai appris que Gaudry était toujours chez vous. Parce que normalement, il aurait dû être suspendu. Et il paraît qu'il s'occupe des enfants maintenant. Hein? Il s'occupe des enfants maintenant. Ah bon, mais je sais pas, moi je savais pas. Vous êtes quand même le grand responsable. Bah oui, tu vois. Ouais, bah vous devriez le savoir quand même. Je pense que vous devriez le savoir quand même, monsieur. Vous croyez pas? Vous voulez pas répondre? Vous le protégez. Nous avons sollicité Stéphane Javalet pour une interview. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Officiellement, la Fédération française de cyclisme lutte activement contre le dopage. Elle a autorité sur tous les clubs de France. Elle a le pouvoir d'exiger des sanctions. Une interview nous est accordée à condition d'accepter la présence d'un responsable juridique.
Jean Pitalier, le président de la fédération, n'est pas au courant des suites de l'affaire Groussel. D'ailleurs, il ne semble pas avoir suivi ce dossier de très près. Là, vous me parlez d'un cas d'espèce qui est regrettable parce qu'il y a un décès, je suis d'accord. Mais comment voulez-vous que je suive toutes les affaires pour savoir un cas d'espèce? Je suis président de la fédération, c'est vrai, mais je ne peux pas intervenir sur tous les cas, même qu'il y a un cas mortel. Des cas mortels, il n'y a pas eu que lui. Malheureusement, je ne peux que le regretter. Vous pouvez peut-être au moins intervenir sur les cas mortels. Sur les cas mortels, attendez, mettons les choses en place. Que c'est le président de la fédération, il y a 100 000 licenciés. Même que ça soit un cas mortel que je regrette, je ne peux pas suivre tous les cas les uns après les autres quand même. Comment voulez-vous que je fasse? Je vais aller voir. Pour moi, il n'a plus d'activité sportive, Maintenant que Aubervilliers l'ait repris d'une autre façon, j'en sais rien. Maintenant. Et puis sur le terrain, mais il reçoit des gens qui veulent se renseigner pour leurs enfants. Oui, c'est vrai. J'avoue que c'est pas très logique. En pleine interview, Jean Pitalier appelle l'avocat de la Fédération française de cyclisme. D'accord. Alors évidemment, je me mets à la place des parents de Groussel et puis des gens qui voient ça, en disant, voilà, si on a un enfant, on sait qu'il a été condamné et on est accueilli par quelqu'un qui est condamné. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, nous? D'accord. Merci. Allez, au revoir. Oui, vous avez constaté que je ne reste pas le pied dans le même sabot dans les affaires que vous me parlez. Donc on va faire un courrier et je viens de lui en parler pour qu'il nous prépare avec les différentes formes juridiques pour évoquer le problème, pour dire qu'il n'est pas souhaitable vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des parents que ça soit un garçon comme ça qui soit à l'accueil dans les médias. À la suite de notre tournage, le nom de Stéphane Gaudry ne figurait plus sur le site internet de son club. Mais 3 mois plus tard, il travaillait encore à Aubervilliers, à l'accueil. Si on fouille un peu dans le passé de telle ou telle personne, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien à faire là, quoi. Tout bonnement, quoi. Tout bonnement. C'est le travail des institutions, des instances, des fédérations. Ils n'ont jamais fait le travail. Jamais. Elles ne le font pas aujourd'hui, le travail. Elles le font pas. Elles le font pas. Les juges, eux, commencent à s'y intéresser. Poitiers, Bordeaux, Cahors, Perpignan, Narbonne, Reims, pour ne citer que ces villes. En moins de 6 ans, elles ont été le théâtre d'affaires judiciaires dans le monde du vélo. Toutes ont débouché sur des peines de prison. Rugby, course à pied, ping-pong, basket. Mais aussi football, judo ou boxe. Aucun sport, même parmi les plus populaires, n'est épargné. Patrick Laure, médecin à l'université de Paris-Orsay, a dirigé une étude concernant 2000 sportifs amateurs, répartis sur 51 disciplines différentes. 9,5% d'entre eux nous ont dit « Moi, j'ai déjà consommé une substance interdite au moins une fois au cours de ma vie sportive ». Vous dire est-ce qu'il y a des disciplines qui sont épargnées ou pas? La réponse est non. Pour les non-initiés, se procurer des produits dopants, un jeu d'enfant, il suffit d'aller sur Internet. À notre disposition, une multitude de sites de produits dopants. On y fait ses courses comme au supermarché. Sur le site La Boutique du Stéroïde, le mode d'emploi pour s'injecter des piqûres est même indiqué. Pour vérifier la réalité de ces offres, nous passons commande d'une hormone de croissance, normalement interdite à la vente sans ordonnance. Prix à payer, 450 €. Comme convenu, 2 semaines plus tard, nous recevons notre colis. Il provient de Slovaquie, comme l'indique le timbre sur l'enveloppe. L'expéditeur est un certain Ivan Antonovski. Apparemment, il travaille pour un laboratoire clandestin spécialisé dans la copie de médicaments. Mais il y a plus rapide pour se fournir. Sans être sportif et sans aucun contact dans le milieu, nous parvenons en moins d'1 semaine à prendre rendez-vous avec un revendeur sous le manteau. Ce n'est pas un dealer de drogue, mais ça y ressemble. Ça va? Nous sommes dans un jardin public en banlieue parisienne. Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé de beau?
Bah écoute, là j'ai du Primo. Et du Sustanon. Une Testo, une Andro. L'homme a accepté que nous filmions la transaction sous couvert d'anonymat. Ça fait combien ça? 24, les deux. Donc il y a plusieurs façons de se procurer des produits, soit des gens dans la chaîne de distribution. Dans les salles de sport, dans la distribution, dans les pharmacies. Il suffit d'être un petit peu dans le milieu et puis tu as tous les contacts, quoi. En fait. Tu peux toujours en avoir, quoi. Il suffit de connaître et tu as. Donc si un pharmacien a envie de t'en vendre, il t'en vend, quoi. Oui. Ouais. Les produits peuvent venir de France, mais aussi de filières étrangères. Beaucoup de pays de l'Est. Bon, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, mais énormément de pays de l'Est. Ouais. Et l'Asie. Et l'Asie. Ouais. Reste le plus rapide, la pharmacie de votre quartier. Nous essayons d'acheter des médicaments qui facilitent la respiration pour les chevaux. Ce sont des produits dopants très utilisés par les sportifs. Ils sont exclusivement disponibles sur ordonnance vétérinaire, mais nous n'en avons pas. Nous tentons notre chance dans 2 pharmacies, sans succès. La 3e est la bonne. Bonjour madame, je cherche de la ventipulmine. Ouais, ventipulmine, c'est pour chevaux. Tu m'avais pas rendu l'ordonnance quand tu l'as gardée. Est-ce qu'on peut le commander? Chez moi. Elle est là? Elle est là. Ah, c'est pour ça, je rencontre. Non, c'est pas ce qu'on demandait, normalement, pour la rendre le matin. Ah bah écoutez, c'est très bien, comme ça me permet de rentrer directement ce week-end. D'accord. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, au revoir, à demain. Nous repasserons le lendemain pour prendre livraison d'une boîte de ventipulmine, un médicament fabriqué par un laboratoire allemand. Les grands laboratoires alimentent-ils en toute connaissance de cause le marché des produits dopants? En Italie, un spécialiste l'affirme. Nous sommes à Rome. Sandro Donati est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'athlétisme italienne. Après avoir raccroché, il est devenu le spécialiste du dopage dans son pays. Aujourd'hui, il sensibilise les collégiens au problème. Il dénonce la stratégie marketing de certains grands laboratoires. Son intervention commence par une anecdote. Alors, les enfants, je commencerai le cours comme ça. Il y a quelques années, un des directeurs marketing d'une entreprise pharmaceutique multinationale, Merck, bref, ce directeur, c'était en 1994, soit il y a 13 ans, a dit cette phrase. Mon rêve est de vendre dans un futur proche des médicaments aux personnes en bonne santé. Pensez-y bien. Sandro Donati s'est spécialisé dans l'étude des trafics de médicaments. Il a été consultant pour le procureur de la République de Bologne et il a travaillé sur de nombreuses enquêtes internationales. Il a notamment étudié la vente de l'hormone de croissance dans le monde. C'est actuellement le produit dopant à la mode. À l'origine, un médicament bien spécifique destiné aux enfants de très petite taille. J'ai calculé que la vente de l'hormone de la croissance il est 7 fois plus grand que la nécessité des malades. Dans le monde? Dans le monde. Donc sur quelle base? Il est très simple parce qu'il y a dans chaque pays il y a un registre officiel des petits enfants qui ont besoin de l'hormone de la croissance. Et un nombre très réduit, par exemple en Italie ils sont 2600. Sur 7 hormones de croissance vendues dans le monde, 6 seraient destinées à des personnes non malades, notamment des sportifs. Un résultat qui pourrait être bien en dessous de la réalité, car Sandro Donati n'a pris en compte la production que d'une partie des grands laboratoires. Notre enquête nous conduit aux États-Unis, plus précisément à New York. Un géant de l'industrie pharmaceutique a été mis en cause par un de ses anciens cadres.
En 2002, Peter Rost vient d'être nommé directeur marketing du groupe Pharmacia, à l'époque numéro 9 mondial. Ce laboratoire produit notamment une hormone de croissance, la génotropine, en trop grande quantité pour être honnête. Oui, I'll find it. Il y a beaucoup de pages là-dedans, mais je sais qu'il y en a une ou deux qui peuvent vous intéresser. Peter Rost a archivé dans son ordinateur les dérives qu'il a constatées à l'époque chez Pharmacia. C'était inscrit dans les plans stratégiques de Pharmacia et ses objectifs de vente. Il fallait augmenter les ventes d'hormones de croissance pour usage non autorisé, les ventes de médicaments pour rester jeune et de médicaments pour les sportifs. Il était aussi précisé que les commerciaux devaient démarcher par téléphone les médecins pour qu'ils prescrivent illégalement. Et bien sûr, Pharmacia donnait des primes aux commerciaux qui vendaient le mieux. Le but, c'était de s'assurer que les commerciaux allaient bien appeler les médecins. Ils vendaient même parfois directement à certains médecins en leur faisant un prix. L'objectif, c'était de booster les ventes. La société de Peter Rost est alors en train de négocier son rapprochement avec le plus grand laboratoire du monde, Pfizer. D'abord, j'en ai parlé à mon supérieur. Une enquête a été lancée et tout le monde a été interrogé. Mais la société n'a pas pris les mesures nécessaires. C'est pour cela que je suis remonté jusqu'à Pfizer pour faire part de mes inquiétudes. Pfizer s'apprêtait alors à prendre le contrôle de Pharmacia. Peter Rost envoie alors des mails à des cadres dirigeants de Pfizer, comme celui-ci, daté du 21 janvier 2003. Il insiste sur les risques encourus par Pfizer à acquérir Pharmacia. C'est une violation des règles fédérales de distribuer des hormones de croissance détournées de leur usage. Avant le rachat officiel, Pfizer est donc informé des pratiques douteuses de Pharmacia, ce qui n'empêche pas cette acquisition. 3 mois plus tard, pour la somme de 60 milliards de dollars. Le groupe Pfizer Pharmacia renforce ainsi sa place de leader mondial de l'industrie pharmaceutique. Un événement à la bourse de New York. Le directeur financier de Pfizer s'en félicitera en conférence de presse. C'est une grande opportunité de pouvoir rassembler les deux compagnies les plus dynamiques de notre industrie et ainsi créer une entreprise encore plus forte. Prix à payer pour cette acquisition, une amende. Objectif, éviter toute condamnation pénale comme la loi le permet aux États-Unis. Un mois après la fusion, Pfizer reconnaît les dérives de Pharmacia. Les deux laboratoires plaident coupables devant la justice américaine. En 2007, les deux géants de l'industrie pharmaceutique paient à l'État une amende de 35 millions de dollars pour promotion illégale d'hormones de croissance. Vous savez, Pfizer fait un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards de dollars par an et un profit de 12 à 13 milliards. Alors, une amende de 35 millions de dollars, ça équivaut à une amende pour excès de vitesse. Nous avons sollicité les dirigeants du groupe Pfizer Pharmacia pour une interview, sans succès. L'attaché de presse nous a simplement fait savoir que Pfizer assumait tout le passif de Pharmacia. Selon un rapport commandé par les plus hautes autorités mondiales antidopage, les grands laboratoires alimentent directement le quart du marché des produits dopants dans le monde. Face au dopage, les instances de contrôle sont désarmées. En France, c'est l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est chargée de cette mission. Elle réunit des médecins, d'anciens sportifs et des hauts fonctionnaires. Elle est financée par l'État. Elle a le plus grand mal à combattre les tricheurs. On a eu des fuites, là, je peux vous dire, on a eu des fuites, et on ne savait pas que des médecins étaient impliqués au niveau local dans une discipline. Et quand on a déclenché un contrôle sur cette discipline, les gens étaient prévenus. Nous avons pu suivre un contrôle surprise en banlieue parisienne.
Si ces contrôles sont monnaie courante chez les professionnels, ils sont très rares chez les amateurs, faute notamment de moyens. Ça marche pas, moi. Il marche pas le mien. Il marche pas le mien. Le directeur des contrôles est accompagné de 2 médecins. Aujourd'hui, il débarque à l'improviste à l'INSEP, l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Vas-y. Dans ces bâtiments, tous les sports sont représentés. Comme Sébastien Groussel, ces jeunes ne vivent pas de leur passion. Ils rêvent simplement de devenir les champions de demain. Il doit y avoir théoriquement une séance d'entraînement, je pense. On n'a pas de renseignements, donc on va bien voir. Donc on va à la salle de l'entraînement ou à lieu d'entraînement. Et donc je vais notifier un certain nombre de sportifs pour un contrôle antidopage. Le docteur Grondin commence par la salle d'haltérophilie. Bonjour. Bonjour. Docteur Grondin. D'accord. Je suis missionné par la FLD aujourd'hui pour un contrôle antidopage inopiné à l'entraînement. D'accord. Donc je vais sélectionner quelques-uns de vos sportifs. Oui, Olivier, t'en es où? Olivier pour Jean-Pierre, là je suis à l'haltérophilie, donc on va notifier 3 sportifs. Vous avez peut-être entendu, je suis le docteur Grondin. Je suis missionné par l'AFLD pour un contrôle antidopage. Donc je suis porteur d'un ordre de mission, vous connaissez ça. Voilà, donc ça c'est mon ordre de mission qui m'autorise à faire aujourd'hui à l'INSEP un certain nombre de contrôles inopinés à l'entraînement et je peux sélectionner les sportifs à mon choix. D'accord, ça c'est ma carte de préleveur. Donc on va remplir la notification, là il est 11h15. Le sportif a 1 heure pour se présenter au contrôle. Le docteur Grondin enchaîne les convocations. C'est un peu une course contre la montre, quoi. Effectivement, il faut agir rapidement pour éviter toute tentative de dérobade au contrôle. Le risque, c'est que les sportifs, avertis de l'arrivée du médecin, se sauvent. Direction cette fois la salle de gymnastique. Bonjour, docteur Grondin. Bonjour. Je viens vous déranger à l'entraînement, je suis désolé. Donc je suis missionné par AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, pour un contrôle inopiné à l'entraînement. C'est un contrôle urinaire. Donc je vous laisse terminer votre entraînement. On va signer la notification. D'accord. Je vous explique où ça se passera. Ça se passera sous le stade couvert. Vous voyez où est-ce ? Ouais. Vous descendez les marches. Quand ça ? Si le sportif ne se présente pas dans l'heure, il est considéré comme positif et risque donc une suspension. C'est dans ce stade couvert que tout le monde a rendez-vous pour venir uriner dans un bocal. L'autre médecin, le docteur Lostria, a déjà commencé à rameuter les troupes. Vous pouvez attendre par ici ? Le vestiaire fait office de salle d'attente improvisée. Le docteur Lostria enchaîne les prélèvements. Allez, un petit peu, vas-y. Ouais, t'es bon là, de toute façon, déjà. Là. Allez. Ouais, très fort. Premier contrôle, premier coup. Le règlement stipule qu'il faut un minimum de 75 millilitres d'urine. Alors il y a parfois des contretemps à cette mécanique bien huilée. Non, mais écoute, on fait une tentative tout à l'heure. Hein. Ce lutteur, par exemple, devra patienter. Vous avez un problème? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à pisser, comme on dit, à aller aux toilettes. Donc j'ai du mal à remplir le flacon. Ça fait longtemps que vous attendez? Donc ça va faire 1 heure à peu près. On y va? Ouais. Là-bas ou en face? Ils font des autres dedans? Je sais où tu veux, ouais, vas-y, mets-toi là. Mais finalement, des fois ça marche plus quand on va dans les vraies toilettes, je sais pas ce que... Le docteur Lostria est vigilant quand les sportifs urinent. Il veut éviter toute forme de tricherie. Là, c'est un judoka qui passe l'épreuve. Excusez-moi, docteur, vous regardez la tête oui, absolument. C'est quoi? Je suis en train de te regarder, voilà ce que je suis en train de dire. Et ben pour être sûr que c'est bien ces urines qui sont émises dans le flacon, parce que les tricheries classiques sont les sondes qu'on cache soit là, les poches à urine qu'on cache soit sous le bras avec des sondes, ou soit, lorsqu'on a aussi vu, les techniques plus modernes, c'est dans l'anus. Après qu'ils ont les sportifs qui ont des sondes dans l'anus, la sonde qui passe dans l'entrejambe et une sonde cachée derrière le pénis, voilà, pour être clair, et puis c'est bon, hein. Je crois que t'as ce qu'il faut là.
Ouais, on va vérifier. Donc voilà, il faut que nous qu'on s'assure que ça soit bien le... Ticket. Ouais, t'en as encore un peu? T'as encore 3-4 gouttes, non? 75. Ouais, là t'as juste... ok, on est juste... Ça vous est déjà arrivé de confronter à des tricheurs? Moi personnellement, ça m'est arrivé une fois où la personne en fait a pas voulu que je le suive dans les toilettes là, comme et avait l'air très étonnée que je rentre dans les toilettes avec elle. Vas-y, et donc en fait, il avait en fait préparé son petit flacon. Il était pas très bien équipé lui parce qu'il avait juste son truc dans la poche et il pensait qu'il pourrait le mettre dans le là-dedans. Et donc voilà, ça c'était non, pas de chance. Ouais. Tu choisis un comme ça, un Versapac. On va ouvrir ici, là, au bout. Pour éviter toute contestation, le médecin préleveur doit respecter des règles très précises. Et pour les amateurs, ce protocole est le même que pour les professionnels. Donc là, les bitognes rouges, là c'est bon, on n'a pas besoin de ce qu'il y a dedans. Tu le sors, tu vérifies le numéro qui est dessus, il faut que ça soit le même, et on va noter le numéro sur le PV, là. C'est combien? 36 36, 34, 10. Docteur, tout ça est très protocolaire. Vaut mieux. Pourquoi vaut mieux? 6,5. S'ils nous cherchent après des problèmes de vis de forme, ce que font les avocats qui sont un peu au courant fond, il vaut mieux avoir fait les choses dans les règles. Ouais. Même si bon, je pense que voilà. Donc tu me verses d'abord dans le verre juste au-dessus de l'étiquette. Le judoka doit ensuite verser lui-même son urine dans 2 récipients différents. Ce sont les échantillons A et B. C'est juste au-dessous de l'étiquette là par contre. Donc l'échantillon A, c'est pour une expertise? Voilà, l'analyse, le laboratoire il va analyser l'échantillon A. Si c'est négatif, le contrôle est terminé, c'est négatif. Si jamais le A est positif, l'athlète est prévenu et la contre-expertise sera faite sur le flacon B en présence de l'athlète ou d'une personne désignée par l'athlète. Les échantillons sont mis sous scellé. Ils sont ensuite acheminés au laboratoire de Châtenay-Malabry, le seul agréé en matière de dopage en France. Les 11 contrôles effectués à l'INSEP ce jour-là se sont tous révélés négatifs. À l'INSEP, plusieurs centaines d'amateurs, c'était le premier contrôle depuis 1 an. Amateurs et professionnels confondus, le laboratoire de Châtenay-Malabry ne peut effectuer qu'un maximum de 10 000 contrôles par an en France, faute de moyens. À l'Agence française de lutte contre le dopage, le professeur Rieux est directeur scientifique. Il reconnaît l'impuissance de son agence. Qu'est-ce que c'est que 10 000 analyses sur 15 millions de licenciés et je ne sais combien centaines de mille de compétitions, tout azimut. On est compte du nombre de contrôles qu'il faudrait faire pour être vraiment dissuasif, avec des sanctions à la clé. Il n'y a pas qu'un manque de moyens. Le règlement ne manque pas de surprendre. Ce document officiel liste les produits interdits. Certaines substances sont proscrites en compétition, mais curieusement, elles sont autorisées à l'entraînement, aux grandes dames de l'agence française elle-même. Comment peut-on imaginer que 3 types de substances comme les stimulants, les amphètes, les narcotiques, l'héroïne par exemple, et les corticoïdes soient considérés comme, entre guillemets, permis hors compétition, c'est-à-dire pendant toute la phase d'entraînement. Je ne comprends pas pourquoi on continue de permettre l'utilisation de ces substances hors de la compétition. N'importe quoi, car les dopants que vous prenez à l'entraînement, si vous permettent de plus vous entraîner, c'est un gain. Donc vous trichez. Un règlement incompréhensible, d'autant que ces substances représentent les 2/3 des produits dopants consommés par les amateurs. En fait, l'agence française n'a pas le choix. Elle doit se conformer à la liste des produits interdits édictée par la plus haute instance de lutte contre le dopage dans le monde, l'Agence mondiale antidopage. Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, en est le vice-président. Lui-même ne semble pas au courant de ce règlement. Si quelqu'un se fait prendre à l'entraînement avec des corticoïdes, il n'est pas sanctionné.
On est bien d'accord. Bien sûr que si, ça fait partie de la liste des produits interdits. Vous êtes sûr de ce que vous me dites, hein? Bah écoutez, je pense, oui. Corticoïdes et stimulants autorisés à l'entraînement. Alors écoutez, il y a une évolution dont je ne suis pas au courant, hein, vraiment. Non, là, il faudrait qu'on revoie ça, là, tous les deux. Hein. Quelques semaines après ce tournage, Jean-François Lamour nous rappellera pour nous indiquer qu'il s'était effectivement trompé. La lutte antidopage chez les amateurs est-elle vraiment une priorité? Pas sûr. Le danger, lui, est pourtant bien là. On se doperait de plus en plus jeune. Une étude américaine a même révélé un cas surprenant. C'était aux stéroïdes anabolisants. Il s'agissait d'un enfant de 8 ans.